Bienvenue à Session Marmelade. Cette semaine, je vous invite à découvrir des moments inédits des 11 entrevues de la saison. J'ai eu droit à des discussions précieuses, intéressantes et même à des performances qui n'ont pas été diffusées. Heureusement, c'est le moment pour vous cette semaine de les découvrir. Bienvenue aux moments inédits de la première saison de Session Marmelade. De retour au tout premier épisode, dans lequel je recevais 2 membres du groupe Les Obliques. Il y a beaucoup de chansons qui sont composées et écrites par Kevin, mais je me demandais comment Chris y ajoutait sa touche personnelle et des petites fioritures vocales. Mais à cette heure, on dirait qu'on l'a tellement fait, puis il est rendu bon, là, puis trouver les quintes, les tierces, puis mettre de quoi différent, mettre des couleurs complètement différentes. Au début, tu sais, il chantait des bacs, il faisait quasiment la même affaire que moi, dans le fond. Il disait juste mes mots sur le même ton, puis plus ça va, il met des... Puis ça, je trouve que ça mène vraiment, ça change complètement. Quand il n'y en a pas, ça paraît, là. Quand il n'en fait pas ou qu'il n'est pas là, mettons, puis que j'en ai juste 3 à jammer, là, ça change complètement, là. Ça crée un vide? Ça crée un vide, puis c'est plus... On dirait que c'est moins... c'est plus monotone. On dirait que ça reste sur le même ton, puis c'est moins... Tu sais, je chante comme plus... Je suis quand même sur le même ton, je suis comme un peu rap, là, si on veut. Fait que sans bac, il n'y a pas de montée, descente. Tandis qu'avec les bacs, des fois, tu sais, ça fait des changements d'un refrain, ça monte, ça descend. Fait que je trouve que c'est vraiment ce qui va venir mieux, structurer la mélodie un peu. Ouais. Cette mélodie-là que ça vient ajouter par-dessus, puis que ça vient restructurer, tu parlais de tierces ou de quintes. Est-ce que vos styles de mélodie, ça va tout le temps suivre? Mettons que tu commences sur une tierce, tu vas suivre la mélodie sur la tierce ou ça t'arrive de, mettons, faire une autre mélodie complètement différente par-dessus le chant? Moi, je te dirais que je le suis quand même. OK. Parce que des fois, de mettre quelque chose de trop complètement différent, ça peut peut-être fitter, mais... C'est pas les obliques. Ben, ça peut avoir comme un certain débalancement. Comme, faut que tu le files quand même. Faut que tu le files. Okay. Mais c'est sûr que comme juste trop différent, ça fait trop un contraste. Je peux dire. Ouais. Des fois, je peux faire une affaire différente, mais qui le suit en même temps. Mais trop différent, ça n'a pas rapport, mais ça suit la note. Des fois, ça peut avoir un contraste. Okay. Ça dépend. Il y a peut-être des prochaines chansons que je vais mettre de quoi de complètement par rapport, puis ça va être super beau. Ça va dépendre. Exact. Dans le deuxième épisode, je recevais Jérémy Tanguay et Jérémy Allard qui forment ensemble le duo Too Busy. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient partir un band ou un projet, puis je me demandais comment leur formation musicale leur avait finalement permis ça. J'avais toujours voulu avoir un band, moi, dans la vie, tu sais, puis j'en parlais tout le temps. J'étais comme, dude, on part un band. Un band, ça te prend un guitariste, bassiste, toute la grosse patente tu sais pas comment produire. Mais là, nous autres, on a fait 1+1 dans notre tête. On a fait, on sait produire. On sait jouer des instruments. Fait on peut programmer nos drums. On peut jouer notre kit pour la transformer en bass. On peut... tu peux tout faire. Les possibilités deviennent infinies parce que tu avais pris des cours de production musicale. Tu avais fait du DJing. Fait que j'imagine que ça t'a aidé. J'ai pris aussi des cours en musique technique. Ah oui? OK. Oui, exact. Notre formation, ça a commencé par des petits cours à Montréal. Juste voir si on est intéressé. Puis après ça, moi, j'étais à l'université là-dedans. Comme toi aussi, dans le fond. Oui, c'est là qu'on s'est connus, en fait. C'est là qu'on s'est connus. La musique de film. Exact. Puis avant, moi, ça, à la musique de film, j'ai fait musique électroacoustique. Puis ensuite, musique de film. Puis toi, Jay... Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans pour me garder du cash, pour pouvoir payer pour musique technique, tu sais. Fait que... ça marche. Ça vous amène à avoir formé un groupe. Exact. Juste dans le 3e épisode, je recevais 2 membres du groupe Camomille Cancer. Un groupe qui s'inspire beaucoup du rock progressif des années 70 et 80. Puis ils m'ont parlé d'un instrument, d'un clavier, en fait, d'un synthétiseur qui s'appelle le Mellotron. Puis j'étais pas sûr de savoir ce que c'était. Le Mellotron, dans le fond, est-ce que c'est une marque de synthétiseur ou c'est une source de synthétiseur? Non, c'est un vieux... c'est comme un genre de... Ça remplaçait un orchestre à l'époque. Dans le fond, c'était un genre de clavier, mais qui lisait des têtes de lecture un peu comme un tape-cassette, si on veut. Puis il y avait plusieurs sons, puis c'était des vrais orchestres qui avaient été enregistrés sur chaque
bande. Ouais, chaque bande avait son lecteur. Puis une bande pouvait durer, exemple, 7 secondes. C'est 8 secondes. C'est 8 secondes. Donc, tu pouvais tenir la note 8 secondes. Mais ça avait tu pouvais la répéter après. Oui, c'est ça, revenir. Puis ce qui faisait son cachet, c'est les imperfections qu'il y avait dans le son. C'est-à-dire que c'était jamais vraiment parfait, le mélotron, mais ça sonnait tellement angélique. Là, je veux dire, t'as des voix là-dedans, t'as des chœurs, t'as des violons, t'as des brasses, il y a de tout, là, puis ça sonne là, à arracher le cœur. Mais Mélotron, c'était la marque. Ouais, Mélotron, c'est la marque de l'instrument. Genesis, ça servait beaucoup de ça. Ah oui. Pink Floyd. Aussi dans les vieux films, genre Alfred Hitchcock, et tout ça, il utilisait le Mélotron. Ça amène un petit côté lugubre, là, un peu plus. Puis, justement, parce que le son, il n'est pas parfait. Ouais, c'est ça. Il reste sur le bord de l'imperfection. Exact. Mais là, c'était lourd comme instrument, donc ça a perdu un peu des plumes, un peu comme les gros orgues. Là. Donc là, il y a Nord. On a ramené ça. Il y a Nord qui, le clavier, il y en avait dedans des mélotrons. Sont quand même imparfaits, mais sont plus parfaits qu'un vrai mélotron. OK. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Là, t'es pas barré à avoir 8 secondes. Ça dure plus longtemps maintenant. Ouais, là, c'est ça, exact. L'électronique a fait en sorte. L'informatique et tout. C'est à l'infini. Fait inusité, c'est que quand ça a sorti à l'époque, il y avait beaucoup d'orchestres. Puis c'était un peu. Les gens d'orchestre avaient peur de se faire remplacer par cette machine-là. Ah ouais, à ce point-là? Oh, oui. Ah ouais, OK. Oh, oui, ça sonne. Là. Ouais, ça, c'est dans le fond, quand j'ai acheté le clavier. Je savais que je voulais utiliser ces sons-là. Là. Ça, c'est ça. Ouais. Fait que ça s'est bien mêlé avec encore une fois, c'est l'influence ouais. britannique dont je parlais tantôt. Ah ben oui. C'est un peu ça. Là. OK, super. Je saute le 4e épisode pour l'instant, mais je vais y revenir. Dans le 5e épisode, David Dugodillon, du projet David and the Woods, me partageait qu'il aimait utiliser le synonyme d'un synonyme d'un synonyme pour écrire les paroles de ses chansons. J'ai eu le droit à une performance d'une d'entre elles, que je vous présente à l'instant. Souvent je me demande si je te connais vraiment. Ton cœur fardé, si de tout ça tu prétends. Toutes ces années, comment pourrais-je douter? Es-tu là pour toi, ou une idée t'a persuadé? Tout au fond de moi, je le sais bien que tu es celle qui aime plus que soi, tapis dans la robe maternelle. D'or d'argile, frère. Ce à quoi je songe m'avère sacrilège. Dois-je fermer les yeux sur ce volage cortège? J'aimerais voir clair dans cet opaque brouillard. Es-tu assez transparente pour s'entrevoir? Tout au fond de moi, je le sais bien que tu es celle qui aime plus que ça, ébloui de ce trompe-l'œil.
j'ai coupé tout l'outro. Je me suis dit, ça fait une belle petite chanson. Chaque artiste ne commence pas à créer, à composer pour les mêmes raisons ou au même âge. Dans l'épisode 6, j'ai demandé à Massicotte, lui, à quel moment il avait commencé à composer et de quoi il parlait dans ses premières chansons. À quel âge la composition est rentrée un peu dans ta vie? Début de l'âge adulte, là, j'ai commencé à écrire des tunes, juste comme d'avoir un début, puis un refrain, puis une fin, puis genre que je pense que ça marche là, au niveau du son, là, j'étais déjà bien content, mais c'était comme assez basic, puis je pense très inspiré de choses que j'écoutais, mais... C'était quoi les sujets? Ça restait un peu des sujets qui étaient près de moi. Là. J'essayais toujours de parler d'une certaine réalité que je vivais. Je voulais pas comme parler de sujets trop adultes pour moi à cet âge-là, puis j'étais pas rendu là. Puis c'était dans le temps du cégep, c'est ça? Ouais, début adulte? C'est ça, fait que j'étais comme... Je pensais de chanter, des trucs comme ma gang d'amis qu'on s'est splitté parce qu'on est dans des cégeps différents. Tu sais, des trucs de cet âge-là. Des problèmes de fin d'adolescence. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis après ça, tranquillement, ça s'est en allé sur des trucs peut-être qui étaient plus universels qui étaient de mon âge, mais qui étaient de l'âge de ben du monde, tu sais, des relations amoureuses, peu importe, là, tu sais. Puis... tranquillement, ça a comme un petit peu défini de la façon dont je voulais écrire des tunes, tu sais. Okay. Pour l'épisode 7, je recevais Bourbon. En 2019, à la sortie de son premier EP, il s'était entouré d'artistes féminines, de musiciennes, pour la production de son album. Je me demandais pourquoi et c'est une discussion que j'ai eu la chance d'avoir avec lui. Ça a donné comme ça, ouais. C'était un add-on ou il y avait quelque chose de plus? Initialement, c'était un add-on sur le EP. Je voulais jouer avec Agathe depuis longtemps. Puis Maud, je l'avais vu drummer, puis je la trouvais cool. Fait que ça a comme parti avec elle. Puis là, éventuellement, j'avais besoin de piano. Puis j'avais comme je vivais avec un stress à l'époque là, que Garnotte le prenne mal, que je fasse des trucs solo. J'avais peur de la réaction. Fait que je l'ai comme fait un peu en secret. Là. J'en parlais pas à personne que je faisais ça, finalement. Fait que je voulais pas approcher du monde trop proche de moi. Fait que j'étais allé vers des pianistes dans ce cas-ci compétentes. C'était des femmes que je connaissais de Oui Dire, que j'avais vu performer. J'avais demandé à Camille Gélina, qui est elle a été tellement fine, en tout cas. Elle est venue jouer du piano dans le salon de Lydia Kepinski, là, avec un H4N devant elle, le backing track dans un petit écouteur merdique. C'était drôle. En tout cas, fait que ça a comme à donner de même au début. Puis là, je voulais des strings. Puis là, c'était... Mais à travers ce processus-là, à un moment donné, Alex, elle m'avait dit que c'était cool que je fasse ça puis qu'il fallait le faire. Puis là, comme quand l'idée que c'était politique a émergé, moi, ça m'a comme stressé. Là. J'étais comme... Je suis qui pour tu sais, faire j'engage des femmes. Je trouvais que ça avait l'air opportuniste dans le climat... début woke, là, puis post-MeToo, etc. Là. Fait que j'étais comme inconfortable, mais les filles, j'avais des échos qui aimaient ça. Dans les répètes, ils étaient genre asti neige et je voyais qu'il y avait un genre de musicianship, sisterhood qui s'installait. Puis... Fait que tu sais, c'est devenu une affaire que j'ai maintenue du mieux que je pouvais. Puis là, je dis ça, c'est super facile, là, des musiciennes de talent. Ben oui, il y en a énormément. Là, j'ai switché de Maud Bastien pour Sarah Dion, que j'avais vu en show pour l'album. Puis c'est juste à tout péter. Là. C'était pas... quelle femme drummeuse existe? Genre, c'était juste genre tabarnak elle a du beat en esti, elle a des belles idées. Je l'ai appelée, elle a dit oui, tu sais. Puis fait que... C'est pas... Sarah, c'est celle qui est la drummeuse des Shirley, je pense, notamment. Oui, exactement. Okay, exactement. Puis... Mais dans Shirley, elle n'est pas bassiste? Tu me fais douter, là. Ou c'est dans No Bro qu'elle est bassiste? Hey, je suis mêlé. Elle joue de la bass dans quelque chose. Je suis pas mal sûr qu'elle joue de la bass dans Shirley. Mais oui, en tout cas, elle drum très bien. Tout ça pour dire... fait que c'est pas né d'une réelle réflexion. C'est comme arrivé organiquement, puis là, de ça a découlé des constats, mettons. Okay. C'était le fun. Puis moi, il y avait aussi... Il y a une partie de moi qui était tannée de jouer avec juste des gars, là, juste parce que ça finit souvent par avoir une genre d'énergie de locker room, là, puis je suis pas tout le temps à l'aise dans cette affaire-là. Là. La masculinité, disons, générique, là.
À défaut de dire toxique. Oui. C'est pas tout le temps toxique, mais des fois, c'est ça. Fait que... voilà, ça s'est fait. Puis là, en ce moment, c'est ça pour l'instant. Nice. Mais tu sais, je me ferme pas à l'idée de jouer avec des gars non plus, mais l'idée d'avoir des femmes dans le mix, par exemple, je trouve ça vraiment important, puis d'en avoir idéalement une genre de parité, je pense que c'est important, là. Comme je dis, c'est pas compliqué, pas en tout de trouver des musiciennes d'exception, là. Il y en a une trollée, là, fait que... Pourquoi se priver? Pour l'épisode 8, je recevais Andy Saint-Louis. Andy est une grande fan de la culture populaire. Elle m'avait partagé qu'elle s'était inspirée d'une musique d'un film de Disney, une scène très précise même du film Vie de bestiole pour écrire et composer sa chanson Boîte vocale. Mais c'est pas la seule inspiration précise qu'elle a eue pour écrire une chanson, et cette fois, c'est dans l'univers du jeu vidéo que ça s'est passé. J'ai fait ça dans quelques chansons, de trouver une inspiration par rapport au thème de la toune. Puis il y en a une qui s'appelle... J'avais failli la mettre dans les choix pour aujourd'hui, mais je la connais pas assez bien. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais des fois, j'écris des chansons pour que je les apprenne après. Oui. Fait que ça, là, c'en est une. Oui, je comprends ça pour ça. Tu fais ça aussi? Oui. Ah! J'aime ça. On fait ça, des fois, on écrit des tunes trop compliquées pour notre propre bien. Oui. Puis j'ai écrit une tune sur les gens qui mettent des photos de bébés sur Facebook, qui mettent trop de photos de bébés sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et ça me dérange pas du tout. Mais arrêtez, votre bébé il est pas tout le temps si beau que ça. Fait que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le plus beau bébé. Puis cette pièce-là, j'ai écrit avec plein d'instruments de jouets d'enfants. Fait qu'il y a du piano chat dedans, il y a du Melodica qui est un mini piano avec que tu souffles dedans. J'ai un tambourine avec une girafe. J'ai plein de jouets d'enfants dedans. Okay. Donc, beaucoup d'inspiration comme ça. Et la chanson est inspirée fortement de... La tune, ça fait oui, je te connais, je te promets, jamais je te mentirai. Maxime, c'est toi qui es le plus beau bébé. Maintenant, sacre-moi la paix. Ça se superpose super bien. C'est ça. Fait que c'est une référence très claire à cette chanson-là. Si les gens connaissent bien la pièce, il y a une espèce de côté Mario. Puis c'est à cause de cette pièce-là. Fait que c'est vraiment à cause de ça. Puis Super Mario World 2. Oui. Si je me souviens bien. Je pense que c'est Mario 2. Ouais. Puis c'est vraiment... c'est même pas caché, là. J'ai pris quasiment la même base. Il y a juste ça qui est pas pareil. Fait que c'est un petit peu changé, mais c'est vraiment juste pour pousser sur le côté enfant, puis jeu, puis... C'est juste un petit emprunt. C'est ça. Oh oui, c'est un emprunt. C'est pas du plagiat, c'est vraiment des inspirations, des références. Ouais. C'est pas tout le monde qui a le même parcours artistique, le même parcours musical. Dans l'épisode 9, Roy Davis m'avait partagé qu'il avait appris la base du piano classique quand il était jeune, puis qu'il avait pas aimé ça. Qu'entre l'âge de 7 ans et de 15 ans, il avait pas joué de musique du tout. J'étais curieux de savoir c'est quoi qu'il avait fait qu'à l'âge de 15 ans, il avait repris contact avec sa passion actuelle. Entre 7 ans, justement, puis 15 ans, tu dis que tu n'as pas fait de musique. Qu'est-ce qui t'a ramené vers la guitare électrique vers l'âge de 15 ans? C'est mon meilleur ami dans le temps, il vendait sa guitare électrique. J'avais jamais touché une guitare de ma vie. Je savais à la limite pas c'était quoi, tu sais. J'étais allé chez lui, il vendait sa guitare, puis il m'a dit, tiens, essaye-la, tu vas voir c'est quoi. Puis justement, j'ai juste fait 3 notes, je faisais juste ça. Tu sais, parce que quand tu commences, tu sais pas... c'est pas ce que tu fais c'est pas ce que tu fais. Mais là, je sais pas si c'était exagéré, mais il me regarde puis il fait « Hey, t'es donc ben bon! » Mais moi, comme je te dis, jamais ça m'était arrivé, ça, quasiment avant. Fait que là, tout de suite, j'étais comme « OK, je suis bon dans le quoi, tu sais. » Ouais, c'est ça, parce que ça reste juste 3 notes. C'est ça. Ça tombait que c'était ma fête la même semaine. Mon père m'a acheté la guitare électrique, genre 50$ avec un ampli, tu sais, vraiment une vieille guitare. Puis à partir de ce moment-là, là, vraiment à fond sur la musique. OK. Qu'est-ce qui te poussait à faire ça? À part, mettons, en fait, au niveau musical, mettons, qu'est-ce que tu aimais de pouvoir jouer de la musique? C'était vraiment un challenge. J'étais un grand fan de Guitar Hero aussi. Okay. Donc, disons que j'avais déjà appris ces bases-là de la guitare. D'avoir une guitare en plastique avec 4 ou 5 pitons. Là. Donc, je voyais ça plus comme un jeu
Puis je savais que c'était un processus qui allait être long aussi. Donc, je savais d'avance que j'allais pas être bon du jour au lendemain, que ça allait prendre vraiment du temps puis de la pratique. Mais puis on me disait aussi, à 15 ans, c'est tard pour commencer de la musique. Maintenant, avec du recul, je vois ça puis je suis comme, ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. C'est tard, 15 ans, c'est très jeune, 15 ans pour faire de la musique. Mais, tu sais, juste pour dire que des fois, il y a des choses qui font que ça pourrait te décourager, tu sais. Mais il ne faut pas se laisser décourager par ça. Mais c'est ça. Fait que moi, vraiment, en termes de défi, je trouvais ça intéressant de jouer d'un instrument. Ouais. Cool. Dans l'épisode 10, Pete Fortier me partageait que sa chanson « Mon vieux » est directement inspirée d'une soirée qu'il a eue avec son père autour d'un feu de camp à boire de la bière. Puis je me demandais s'il y avait souvent ce genre de discussion philosophique-là avec son père. Est-ce que tu parles souvent de philosophie avec ton père? Ah non. Non? Fait que c'était un moment privilégié. C'est ça, mais mon père, c'est un homme de peu de mots. Dans la génération, c'est pas un gars qui va parler de ses sentiments tant que ça. Je veux dire, c'est... Puis, ce moment-là, il faut croire qu'il y a eu une faiblesse ou quelque chose. Mais... Ou une force. Une force. Ça peut être ça aussi. Oui, exactement. J'aime bien ça. La manière tu dis ça, c'est vrai que ça peut l'être. Donc, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de marquant pour moi, puis je l'ai raconté dans cette chanson-là, puis c'est ça, je suis bien content. Qu'est-ce qu'il en pense, ton père, de la chanson? Mon père était bien touché, puis il était comme OK, pas pire. Mais tu sais, mon père, il n'y a pas le compliment facile, puis... Ouais. En tout cas, bref, l'autre fois, il m'a dit qu'il était bien fier, fait que... En tout cas... On le prend quand ça passe. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je suis vraiment content à ce niveau-là. Dans l'épisode 11, je demandais à Lauriane Morel ce qui avait fait en sorte qu'après ses études en jazz, elle s'en était distancée. Finalement, elle aime le jazz, mais ce qui est plutôt accessible, et je me demandais si elle avait des propositions d'artistes jazz accessibles pour nous. Est-ce que tu as des exemples de jazz accessible que tu écoutes ou que tu aimes ou qui t'inspirent? Oui. C'est sûr que comme du jazz plus vieux, justement, des années 40, la chanson comme Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, les grands chanteurs, là, les crooners, Frank Sinatra. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est du jazz accessible. C'est pas de la chanson pop. Même maintenant, ça, j'écoute pas vraiment ça, mais il y en a beaucoup qui écoutent ça. Michael Bublé, c'est comme un des plaisirs... C'est le crooner qui revient un petit peu. C'est ça, des plaisirs coupables. Puis, sinon, c'est peut-être un peu moins accessible, mais Avishai Cohen, c'est un contrebassiste jazz qui... rythmiquement, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais... Moins accrocheur? Mais les mélodies sont hyper accrocheuses. C'est ça reste en tête, mais pourtant, j'aurais la misère à battre la mesure de ça. C'est du odd meter, comme on dit, des mesures composées. Ouais. Ça, c'est... Ils sont pas du 1, 2, 3, 4 non, c'est ça. Perpétue. Ça se dit ça à perpétue? Perpétue? Oui, de façon perpétuelle. Perpétuelle, mais à perpétue. Sainte perpétue. Je sais pas. Peut-être, à perpétue. Mais en tout cas, c'est sorti de même. Oui. Puis, mais sinon, tu sais, Esperanza Spalding, je sais pas comment prononcer, je me rappelle plus comment prononcer son nom, mais elle, c'est une des grandes contrebassistes modernes. Elle a gagné un Grammy il y a une dizaine d'années. Puis ça l'a comme remis. En instrumental ou... elle chante en même temps aussi. OK. Wow. C'est vraiment, vraiment C'était cool. le Grammy de quelle catégorie? Tu te souviens-tu? Je pense que c'était jazz. Ouais. Okay. Puis elle avait joué à une cérémonie de Barack Obama. Tu sais, elle avait vraiment eu beaucoup de visibilité là, il y a une dizaine d'années de ça. Puis... Est-ce que tu aspires à devenir comme ça? J'aspire pas à faire du jazz. Ah, non, c'est vrai. OK. Fait que c'est ça la nuance. Je reviens finalement sur l'épisode 4 de la saison. En invitant Nick Segoya à mon émission, je savais qu'on aurait plein de choses à discuter, qu'il y aurait des propos super intéressants, et finalement, il m'a fait une performance d'une prochaine chanson qui sortira éventuellement sur un album, sa chanson « Me sauver ». Accroche-toi à tout ce qui peut te sauver. On a tous notre propre beat à apprivoiser. Y'a tellement de fois où je me suis creusé la tête pour enfin trouver quelque chose que le monde pourrait aimer. J'ai rêvé d'arriver à toucher les cordes sensibles pour enfin réussir à atteindre la cible.
J'ai même pensé à aller à OD juste pour voir combien de temps je pourrais t'offrir. Yeah, 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 yeah. I'm singing now like whoa, whoa. Combien de temps je pourrais t'offrir? Whoa, whoa. Combien de temps? Combien de temps? Whoa, whoa. Combien de temps je pourrais t'offrir? J'ai fait tous les plans pour payer le loyer. Je sais pas si tu 4,5 ou 3,5 ou 2,5 ou 1,5. Puis j'ai même perdu ma moitié. Elle pouvait juste pas rester. Non, il faisait tellement froid. Puis j'ai eu tellement de chaud où le monde me disait lâche pas, continue comme ça. C'est comme ça pour Kevin. Puis aussi pour moi. Singing down. Whoa, whoa. Combien de temps je pourrais t'offrir? Oh, 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 oh. Accroche-toi à ce qui peut te sauver. Accroche-toi à ce qui peut te sauver. Oh, 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 Seigneur. Oh, oh, oh. Combien de temps je pourrais t'offrir? Oh, oh. Combien de temps? Combien de temps? Non, 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 non. C'est accroche-toi à ce qui peut te sauver. Yeah. Merci d'avoir écouté Session Marmelade. C'est une émission que je vais vouloir poursuivre pour d'autres saisons. Et si jamais vous avez des idées de suggestions d'artistes ou de bands qui seraient intéressés à venir parler avec moi de leur créativité, je vous invite à m'écrire au marc-olivier-maheu@tvso.ca. D'ici à ce qu'on se revoie, je vous invite à rester créatifs.